17 h en ce vendredi 14 octobre, on refait le mondial ensemble avec nos invités. Christian Peugeot, vous êtes président du CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles. Bonjour. Bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence à côté de vous. Jean-Claude Giraud, vous êtes le commissaire général du mondial de l'automobile. On le voit, vous avez un peu de cerne, hein. Vous êtes le patron opérationnel, vous êtes ici au nom de toute votre équipe, bien sûr. En face de vous, Alexandrine Breton, vous êtes présidente du groupe Argus. Bonsoir. Bonjour. Vous serez notre œil journalistique sur ce plateau. Très bien. Et à côté de vous, François Roudier, porte-parole du CCFA. Bonjour François. Alors nous sommes à 2 journées de la fin du plus grand salon automobile du monde. Les Français et les visiteurs internationaux ont afflué durant cette quinzaine. Est-ce que la fréquentation a été à la hauteur de vos espérances, Jean-Claude Giraud ? Oui, à l'auteur de mes espérances, parce que j'avais annoncé qu'on aurait une baisse, et on a une petite baisse. Donc c'est à hauteur de mes espérances, parce qu'elle est moindre que ce que certains de mauvaise augure avaient pu prédire. Et donc je reparlerai après, par contre, de la qualité du visitorat. Alors, les exposants aussi, cette année, ils ont mis les petits plats dans les grands, avec des stands magnifiques. Beaucoup sont plus grands que sur les éditions précédentes. On a un mondial de grands crus. Un mondial de grande qualité. Grande qualité grâce à nos exposants, des constructeurs qui ont investi beaucoup dans la qualité de leur stand, dans la présentation de leur stand, la présentation des véhicules, et puis tout ce qui a été fait en amont, c'est-à-dire la recherche et développement de tous les beaux véhicules que nous avons, aussi bien en design, avec des nouveaux produits comme les SUV, mais aussi en technologie pure, c'est-à-dire la motorisation, les motorisations, je dirais, normales qu'on connaît, mais les motorisations électriques, hybrides, gaz, et puis aussi toutes les innovations qui sont déjà de la réalité en ce qui concerne les véhicules autonomes et les véhicules connectés. Oui. Christian Peugeot, les constructeurs français ont des stands extraordinaires cette année. Écoutez, ce sont des beaux stands parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Alors, il y a Oui. beaucoup de nouveaux produits chez tous les constructeurs français. Il y a aussi de nouvelles technologies, dont l'électrique, bien sûr. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on a beaucoup de choses à montrer, eh bien, on peut faire des stands, évidemment, très attractifs. Et il est vrai qu'il y avait beaucoup de monde sur les stands des Français. Et puis alors des nouveautés en exclusivité mondiale, hein. Renault révèle sa Zoé Z240, 40 pour 400 km d'autonomie. Chez Oui. Peugeot, on a le nouveau 3008, le nouveau 5008. Chez Citroën, on a la nouvelle C3. L'industrie française est en forme. Écoutez, oui, vous avez cité quelques-unes des nouveautés. Quelques-unes Il y en a seulement. d'autres. Il y en a d'autres. Il y a bien sûr l'Imeari chez Citroën. Il y a le nouveau Scénic chez Renault. Bien sûr. Chez DS, il y a toute une offre à la carte assez étonnante. Bref, les constructeurs français non seulement montent de nouveaux produits, mais en plus ont des démarches nouvelles et très intéressantes pour le consommateur. Alexandrine Breton, notre œil journalistique Ouais. sur ce plateau. Quel regard portez-vous sur cette édition 2016 du Mondial ? J'ai trouvé que c'était une assez belle édition. C'est toujours compliqué de les comparer avec les précédentes, puisque le plan produit joue dans la fréquentation et dans l'attirance du public pour le salon. Il y a des nouveautés chez les Français, je dirais surtout chez PSA, moins chez Renault, parce que je vais faire ma mauvaise langue, mais une Zoé avec un peu plus de batterie et 400 km d'autonomie, c'est pas vraiment une nouveauté. Voilà, j'ai trouvé mais que... alors on vient démocratiser l'offre électrique malgré tout. Oui, bien sûr, mais enfin l'offre électrique, vous savez, elle est formidable, mais elle reste chère. Elle reste compliquée, et donc, je dirais que je ne suis pas sûre que ce soit ça qui attire vraiment les foules. Qu'est-ce qui attire les foules pour vous ? Les concept cars, il y en avait quand même un très beau chez Renault, au milieu du stand. Il y en avait un magnifique chez DS. J'ai trouvé que ce stand était particulièrement réussi dans les matières. C'était un des stands parfumés. Donc, qu'est-ce qui attire je sais pas. Oui, les nouveautés quand même. La C3, la 3008, c'est sûr. Les produits vendus au plus grand nombre. Oui, on est là exactement. pour vendre des voitures, bien sûr. François Roudier, alors vous êtes l'oreille des exposants sur ce mondial. Les constructeurs présents annoncent tous des bonnes nouvelles. Oui, les Français ont acheté des autos. Alors les Français sont venus nombreux et surtout les acheteurs sont venus. Et je crois qu'on aime beaucoup la philosophie de l'automobile, on aime beaucoup le design, tout ça. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est là pour vendre des voitures. Et là, on a eu des prises de commandes absolument incroyables. On entend des chiffres qui restent confidentiels pour chaque marque, mais on entend des chiffres qui sont en plusieurs milliers de véhicules. Donc on a eu un effet
mondial sur le marché français. Je crois que c'est remarquable parce que c'était un tout petit peu le cas en 2014, pas trop en 2012 et alors absolument pas en 2010. Donc on a vraiment un salon qui a son aspect marketing, son aspect institutionnel, puisque beaucoup de têtes connues sont venues le visiter, et puis un troisième pied, dirais-je, qui est extrêmement important, c'est le commerce qui structure l'automobile. Et beaucoup de constructeurs ont rameuté, si je peux m'exprimer ainsi, les commerciaux des concessions d'Île-de-France pour signer des bons de commande. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit que toute la chaîne de vente est là et vous avez, dès que vous arrivez sur un stand, des jeunes qui sont là avec des tablettes. Alors ils savent tout de suite parler aux clients, ils connaissent très bien ce que va dire le client. On a mis la génération X ou Y. On a mis la génération X ou Y, donc c'est fini les poster girls à jupe fendue et les gens qui demandent des brochures. On a là maintenant des jeunes efficaces et jusqu'au bout on voit les sociétés de financement qui sont là, les captives financières qui sont là, et je crois que c'est la première fois chez un constructeur italien, je ne dirais pas le nom, mais on voit qui ça peut être, où on avait un panneau qui indiquait les financial services de ce constructeur. Avant c'était caché, bien sûr. Christian Peugeot, vous avez un certain regard sur beaucoup d'éditions du mondial, tous ces changements vous les avez vécus, aujourd'hui on est dans une phase de transition tout à fait phénoménale. Je crois que ce mondial est vraiment synonyme presque de révolution automobile perçue. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on n'est pas dans une démarche de continuité simple, mais qu'il se passe beaucoup de choses dans l'automobile. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on perçoit quand même avec ce mondial que les constructeurs ne sont pas largués, comme on dit. C'est-à-dire que de temps en temps, on entend le fait que ce sont les GAFA, Google et autres, qui vont s'occuper de l'automobile à la place des constructeurs. Manifestement, ce n'est pas le cas. Les constructeurs sont là, ce sont des chefs d'orchestre. Ils ont des fournisseurs, et notamment des équipementiers français que je voulais saluer, qui sont très positifs dans leur démarche d'innovation. Mais les constructeurs automobiles sont bien là. Et non seulement ils font des voitures intéressantes, nouvelles et belles, mais en plus, la voiture connectée, la voiture autonome demain, c'est eux. Et ça n'est pas des extraterrestres qui viendraient prendre tout le marché. Et on en parlera tout à l'heure avec Laurent Meillot qui me succédera sur ce plateau. Jean-Claude Giraud, il y a tout un univers autour du mondial. C'est ça qui est fabuleux, pour un billet d'entrée à 16 € pour un adulte ou 25 € pour un adulte et un enfant. On en a plus que pour son argent. Une piste d'essai pour les véhicules électriques, un rallye jeune où on peut se faire repérer par des casteurs, un mini-salon moto, des simulateurs de course auto un peu partout dans le salon. Le mondial investit pour une expérience inoubliable. Oui, parce qu'il faut continuer à faire rêver les gens et puis qu'ils aient différentes pratiques. Vous avez cité les simulateurs, effectivement, ils ont eu beaucoup de succès parce que les gens se croient en course à un moment donné. Donc on se prend pour un pilote. Avec l'apport de la réalité virtuelle, avec les casques 360 degrés. On se croirait vraiment en course. Une innovation de ce mondial. Tout à l'heure, j'ai assisté à la finale entre deux pilotes connus sur le trophée Andros. On a l'impression de les voir sur la piste. Et eux ont l'impression d'être dans la voiture. Donc c'est assez spectaculaire. Mais c'est le côté course de l'automobile qui intéresse toujours les gens. Et puis il y a l'exposition fabuleuse que nous avons eue. Sur le cinéma. Sur le cinéma. Moteur, l'automobile. Et là, tous les jours, lorsque j'y vais et que je vois les jeunes et les moins jeunes voir les voitures, qui sont pris énormément en photo, et chacun se rappelle le moment où il a vu le film en question. Tout le monde, quand il voit la voiture, dit le titre du film. Ça m'a étonné. Et c'est fantastique. Donc on est déjà en train de penser à 2018, bien évidemment, pour que le mondial soit encore plus attractif, qu'on ait des expositions qui attirent encore du monde. Bref, on va jouer sur le succès de cette année pour engranger un meilleur succès encore dans 2 ans. Alors je voudrais juste qu'on se rende bien compte en chiffres. Quelle est la superficie totale du mondial? 150 000 mètres carrés. Ça fait 15 terrains de foot. Combien d'exposants au total? Avec beaucoup plus de joueurs. Hein. Il y avait beaucoup plus de joueurs. Justement, combien d'exposants au total? Il y avait 200 marques exposées, 200 exposants. Ouais, 80 nouveautés, 20 exclusivités mondiales. Et puis alors il y a tout un personnel de l'ombre qu'il faut remercier au moins une fois, donc on le fait sur ce plateau. L'ensemble des métiers qui travaillent pour le mondial, est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du nombre de personnes? Non, j'ai même pas estimation parce qu'on a fait appel à différents corps de métier, que ce soit le médical, que ce soit la sécurité, parce qu'on a beaucoup axé sur la sécurité. J'étais conscient. Sécurité renforcée, cette sécurité édition. renforcée. Ça s'est pour l'instant très bien passé. Et tout le personnel qui travaille dans l'ombre. Déjà mon équipe, que je remercie parce qu'ils ont fait pendant 2 ans un travail formidable. Parce que je rappelle qu'on travaille sur le mondial, par exemple, dès lundi. Sans arrêter, pour dès lundi dans prochain. 2 ans. Donc c'est un travail considérable. Et l'équipe a fait un travail remarquable, apprécié par les exposants.
parce que ceux qui ont eu la chance d'être récompensés ce matin par les trophées de l'Argus Auto Plus ont signalé ce formidable salon, ce formidable mondial et le travail de toutes les équipes. Donc je remercie toutes ces équipes qui nous ont fait un succès. Alors on parlait de l'effet mondial sur le marché de l'automobile. François Roudier, est-ce qu'on peut attendre le cap fatidique des 2 millions d'immatriculations d'auto cette année? Écoutez, oui, on devrait absolument dépasser ces 2 millions. Tel qu'on voit les courbes actuelles, on est au-dessus de notre prévision. On est à 9 mois à 5,7% d'augmentation par rapport à 2015. Et nous prévoyons plutôt 5%. Donc pour l'instant, oui, on devrait toucher les 2 millions dans des conditions assez bonnes pour le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'aide prime à la case, donc on retrouve les fondamentaux du marché. Alors attention, dans un marché français qui a beaucoup changé, il y a un marché d'entreprise, il y a un marché de location avec option d'achat, tout change, la technique de l'automobile change, son usage change et le marché change aussi. Et on rappelle les progressions sur le marché français de nos marques françaises, plus 8% pour Renault, qui vend une voiture sur 5 en France en 2016. Merci au Kadjar, au Captur et à la Clio restylée, à une gamme très jeune. Peugeot, c'est plus 3,3%, confirmation Christian Peugeot. Oui, je ne vais pas vous démentir. 17% des ventes automobiles en France. Citroën, c'est 10%, une légère régression, mais avec la nouvelle C3, on est bien parti. Et pour les marques étrangères, Alexandrine Breton, on a aussi une dynamique qui est liée au nouveau modèle. Oui, tout à fait. Et le marché de l'occasion qui va très bien aussi. Et oui, on souligne, le marché de l'occasion, c'est 5,5 millions de véhicules. Oui, et on va passer facilement la barre des 5 500 000, oui. Donc le marché automobile du véhicule neuf va très bien, merci le mondial en particulier. Le marché de l'occasion se porte bien aussi. Il est temps pour moi de laisser la place au gourou de la techno, Laurent Meillot. Merci. Je ne sais pas si vraiment je suis un gourou, mais en tout cas, on s'était vertué pendant toute cette quinzaine dans Autotechno recevoir vraiment le meilleur de la technologie. Et je suis content d'avoir 2 invités de plus. Avec Christophe Bourou, RTL, qui est venu souvent sur la télé du Mondial pour On refait le Mondial notamment. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Jean-Luc Brossard de la PFA, pareil. Jean-Luc, rebonjour. On était ce matin déjà ensemble sur le plateau. Alors on va balayer évidemment quelques tendances par rapport à l'innovation. D'abord un mot sur le palmarès RTL Auto Plus, car il y avait un prix, c'est pas le Festival de Cannes, mais c'est l'équivalent pour le Mondial. D'abord un mot sur cette manifestation en elle-même, ce sont les lecteurs et auditeurs qui votent. Voilà, sur le site internet de RTL et d'Auto Plus, autant dire 2 titres populaires, c'est la mission et c'est le vœu de ce prix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait voter les internautes sur absolument tous les modèles du salon. Alors, ça va aussi bien sur les modèles de série que sur les modèles de rêve. Et on s'aperçoit que c'est un carton absolu à chaque salon. C'est le 7e que l'on organise, et toujours avec autant de succès, avec plusieurs catégories, dont la voiture de série bien sûr, mais aussi le concept car, la voiture verte, et puis la voiture des enfants, celle qui fait rêver tout le monde. Alors, Christian Peugeot va être content parce que pour le modèle Star, élu à l'unanimité par la 3008 qui a fait carton absolu, qui est à 23% des suffrages, ce qui est pas mal parce qu'il y avait derrière du beau monde, la C3 Citroën qui aussi arrive 2e avec 13%, et puis l'Audi Q5 11%. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est quoi? Ce sont des SUV qui gagnent. Et je pense que le 3008, il y a non seulement un look qui est absolument génial, mais il y a aussi l'intérieur, c'est-à-dire que l'innovation, montée en gamme. Cockpit, on a reçu un spécialiste à ce sujet cette semaine. Oui, et puis la montée en gamme est absolument incroyable. Moi, ça m'a fait penser à l'arrivée quand on avait essayé la nouvelle 308, on avait senti cette montée en gamme du niveau des Allemands. Et il ne faut pas avoir peur de dire que les Français, on a de la très très bonne qualité, et les internautes, les auditeurs, les lecteurs d'Auto Plus ne s'y sont pas trompés et ont voté pour la 3008. Les autres catégories. Alors, autre catégorie, voiture verte, évidemment. Devinez qui a gagné, c'est la Tesla X, forcément 43% des votes. Alors là, c'est il y avait un monde fou sur le stand de Tesla, parce qu'il y a un monde pas possible. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une voiture qui a un super look, qui est écolo, familiale. Enfin, elle a tout pour elle, et surtout, ça prouve aussi que les gens ont envie de rêver. On n'arrête pas de dire la voiture, on fait du bashing contre la voiture. On a vu des gens passionnés, ils prennent le temps de voir le salon. Et ils adorent, ils vont voir des voitures qui sont. Et là aussi, c'est un SUV comme par hasard. Et après, nous avons encore une voiture française, puisque c'est dans les concept cars, là aussi il y avait du beau monde, et c'est la C-Experience qui le remporte. Avec un superbe intérieur jaune, des écrans partout. Elle est superbe. Et puis je pense aussi que c'est
pour nos auditeurs, c'est plus... C'est Citroën, c'est l'ADN de Citroën qui va arriver. Voilà, on sait très bien que c'est une grande routière. Citroën de demain. On pourrait croire qu'avec le nom, c'est expérience, ça faisait référence au passé. Et finalement, non. Voilà. Et c'est vraiment l'ADN qui va arriver. On revient sur les grandes routières, ça c'est pas mal. On sort des SUV justement. Donc il nous reste quoi dans les catégories? Eh ben, il nous reste pas mal de choses puisque cette année il y avait le plus beau stand, notamment. Le plus beau stand, et le plus beau stand a été décerné ADS, qui avait un stand absolument magnifique. Et ça fait quand même pas mal de récompenses pour les Français. Hein, je ne vais pas dire, mais au milieu, il y a la bataille. Habituellement, la voiture des enfants, c'est Ferrari qui l'emporte. Et là, pour une fois, ce n'est pas Ferrari. Alors, je vous laisse deviner qui a pu gagner. Alors, messieurs les présidents c'est à peu près le même groupe. C'est Alpha. Alpha. Voilà. Donc, oui, Alpha. Alpha Giulia, version sport, voilà. Et 18%. Ce qui est drôle chez Fiat, c'est qu'ils avaient un bateau. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ils avaient un bateau cette année. Moi, je me suis dit que le salon nautique était... Arriva. Sublime. Je me suis dit que le salon nautique est en avance, mais en fait, non. Palmarès, on a profité du succès du mondial pour amener les bateaux. Et puis la dernière chose, on a voulu faire un coup de cœur sur l'innovation. Et évidemment, ce qui nous a plu, c'est le truc complètement futuriste. Voilà, pour ouvrir la voiture à distance. Par la pensée. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est un casque Bluetooth en fait qui était connecté par rapport à une Astra. On pouvait l'ouvrir par la pensée. Ça paraît tellement surréaliste qu'on se dit il y a un truc. Eh bien non, il n'y a pas de truc. Ça marche vraiment. Se concentrer, ça marche vraiment. Ça marche très bien, c'est fabuleux ça. C'est bien comme animation d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que je suis content justement des animations, parce que les constructeurs, cette année, ont fait des animations sur leur stand. Ils ont fait des essais. Cette année, on a remis la réalité virtuelle. On a remis les essais. Ça a fait partie du succès du mondial, toutes ces présentations qu'il y a eu par différents constructeurs. Alors, deux réactions. D'abord, Christian Peugeot, on voit que l'automobile française a été plébiscitée par Autoplus et RTL sur le salon. Écoutez, c'est un résultat qui nous fait plaisir, mais ça correspond à une vraie tendance. C'est-à-dire que manifestement, il y a des offres par les constructeurs français qui est au niveau, qui est à la fois innovante, intéressante, variée. Donc, je ne dirais pas que c'est la renaissance de l'industrie française, parce que ça fait 200 ans qu'il y a des, ou 120 ans plutôt qu'il y a des voitures françaises, mais on est dans une phase de renouveau pour l'ensemble des marques françaises, de développement, d'innovation, et c'est perçu par le grand public, donc ça c'est formidable. Jean-Claude Giraud, une belle histoire, parce qu'il a été fait mention à Ferrari. Il s'est passé quelque chose d'incroyable sur le salon, un enfant qui était perdu. Je vous laisse raconter la suite. Oui, vendredi dernier, on avait une nocturne, comme ce soir, jusqu'à 22h, et on m'amène un enfant de 7-8 ans, perdu. Et donc on fait les appels pour récupérer les parents. Et je lui dis, mais pourquoi tu t'es perdu? Il me dit, j'étais chez un constructeur, mais je voulais absolument voir la Ferrari. Et donc, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas trouvé le stand, je me suis perdu. Donc un quart d'heure après, la maman arrive avec le frère et la sœur. Le salon était fermé parce qu'il était 22h15. Et je dis à la maman, est-ce que vous avez encore quelques minutes? Oui, bien sûr. Et je dis, viens, je t'emmène chez Ferrari. Et j'ai amené le gamin chez Ferrari, donc il est normalement un stand fermé, en plus c'était l'heure de fermeture. Et tout seul, sur le stand. Sans les parents qui ne méritaient pas. Pareil, je les ai laissés à l'extérieur du stand, les parents. Mais le gamin, je le fais rentrer, il a regardé les moteurs, il me dit, monsieur, c'est un V8 ou un V12? Et celle-là, elle va combien? Elle va plus de 300. Connaisseur déjà, incroyable. Il connaissait, donc il a eu des yeux d'enfant. Moi, j'aurais aimé, quand j'avais son âge, d'avoir été amené par le commissaire général sur le stand. Et après, donc, il était content, et la mère m'a dit, ah, je vous remercie, c'est super, mais maintenant, j'ai peur que pour les prochaines éditions, ils se perdent à chaque fois. Alors, Jean-Luc Brossard, pour la PFA, donc, vous êtes intervenu plusieurs fois pendant Autotechno et dans le cadre de la télé du mondial, parce que c'est vrai que la filière, elle est en train de changer, et ce qu'on a pu voir, c'est que les startups, de plus en plus, eh bien, elles font partie de l'écosystème. Oui, on a profité de ce salon en fait pour bien démontrer le lien qu'on pouvait avoir entre les startups, les PME et nos grands donneurs d'ordre, les équipementiers et les constructeurs. Et donc on a fait plein d'événements, on a participé à plein d'événements, au Forum Innovation dès le 5 octobre. Ensuite on a fait des pitchs PME, on a fait des réunions d'expertise à l'intérieur de nos sujets, on a fait des ateliers techniques de la PFA auxquels on a pu faire participer en fait tout l'écosystème en fait à la recherche et au développement en fait qu'on voit dans le futur. Et avec parfois des PME incroyables qui maîtrisent des technologies parfois au niveau mondial. Oui, alors des PME, on en a d'ailleurs lauréaté 3 pour l'innovation avec des technologies incroyables. Donc en particulier une comme que j'ai décrite ce matin qui faisait de la recharge par induction pour les voitures électriques associée à des cellules photovoltaïques pour de l'énergie solaire. Donc c'était quand même relativement... Ce qui permet de rendre la voiture électrique encore plus propre, hein, donc l'énergie, le cycle complet, quoi. Tout à fait, qui va dans la lignée. Donc on a vu l'électromobilité était un axe fort de ce salon.
n'y a pas un constructeur en fait qui n'avait pas mis sa voiture électrique ou ses voitures hybrides rechargeables. Et donc c'était dans la lignée de cet esprit-là. Christophe Bourou, ça ne vous a pas échappé sur RTL que les startups étaient présentes également sur le salon? D'ailleurs, tous les soirs, on avait une start-up qui était invitée pour parler des nouveautés. Mais je pense que les start-up ont déjà compris ce qui allait se passer dans quelques années. Donc les constructeurs sont en train de les intégrer maintenant dans leurs services. On voit par exemple chez DS qui propose des services de plus en plus performants et ils intègrent toutes les start-up. Au lieu de jouer contre, maintenant les grands constructeurs les intègrent. Et c'est hyper intéressant parce que ça va aussi bien dans le domaine du service que de la location. Enfin voilà, ça couvre tout. Et puis on a vu aussi Voiture Noire qui était très présent sur le mondial. Alors, ils ont fait le show. Qui ont fait le show, qui ont fait le buzz, en proposant 1000 emplois. Mais voilà, maintenant ils se montrent et ils ont... Et les startups connectées, comme par exemple Wicar, qui fait la location avec un petit boîtier connecté, eh bien c'est chez Voiture Noire qui faisait un pitch régulièrement sur le salon. Mais c'est l'avenir. Et je pense que ça va aller très 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 vite. Mais après, je pense que ça va se fédérer sur les grands constructeurs. Alors c'est quand même rassurant de voir que ce salon, parce que des fois on considère que les constructeurs c'est des dinosaures, que Google, Apple vont tout balayer. C'est pas vraiment le cas. Écoutez, non, ça n'est pas le cas. Et la construction automobile est capable d'intégrer des partenaires traditionnels, mais aussi des partenaires nouveaux. Alors Jean-Claude Giraud, bien sûr, vous les accueillerez s'ils se déclarent ces acteurs. Sûr, donc Jean-Luc a parlé du forum d'innovation que nous avons fait sur une journée. Bien évidemment, nous allons renouveler, peut-être même sur plusieurs jours, on va voir, mais c'est l'avenir, donc on va les intégrer, on va évoluer avec les technologies. En tout cas, donc, on le voit, il y a une filière qui est forte et qui sait finalement s'adapter. Et on a des talents en France, je crois qu'il faut le dire souvent. Oui, on l'a vu sur des sujets importants comme l'électromobilité, comme la voiture autonome. La France est une vraie terre d'expérimentation. Pendant ce mondial, Valeo a pu essayer la voiture, faire 24 heures autour du périph'. Les 24 heures du périphérique, fallait le faire quand même. Il y a PSA qui a annoncé 60 000 km en véhicule autonome. Donc tout le monde, en fait, on a les compétences, on a le savoir-faire, on a tous les métiers qui sont bien représentés en France. Donc je pense que la France est dans la course et c'est important de le dire. Donc la filière automobile est une filière forte et qui a intéressé les jeunes parce qu'on a invité beaucoup d'étudiants. On a invité des étudiants, on a pu mettre dans vos émissions, les faire intervenir. Et en fait, on fait découvrir à nos jeunes ingénieurs la richesse du métier automobile pour qu'ils viennent nous rejoindre. Christophe Bourou, journaliste avant tout, même si RTL commande des sujets avec forcément un angle particulier. Franchement, Christophe, tes impressions sur l'innovation, les nouvelles technologies qui ont pu être représentées sur ce mondial? Je l'ai dit au départ, moi je pense que ce sont des innovations qui aujourd'hui sont très concrètes. On n'est plus dans la science-fiction, tout ce qui est présenté est applicable. On a l'impression que ça arrive vraiment d'un coup. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est une vraie révolution parce que moi, je suis frappé quand on entend les startups ou les constructeurs. La réponse, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est ça va arriver, mais c'est quand. C'est plus une question de timing qu'une question de faisabilité, avec des choses complètement incroyables. Peut-être que la voiture qui se démarre par la pensée, là, on est vraiment dans le gros futur, mais c'est peut-être la seule chose qui soit vraiment très futuriste. Le reste, ça sera applicable tout de suite. La voiture autonome, ça arrive, quoi. Donc tout ce qu'on voit sur nos voitures, on l'aura. Tout ce qu'on voit ici au mondial, on va l'avoir sur nos voitures très très prochainement. C'est ça qui me frappe. C'est une vraie révolution et elle se fait tranquillement finalement. C'est-à-dire que c'est un gros changement de mentalité parmi tous les automobilistes et ça se fait beaucoup plus simplement que l'électrique, je trouve, et que les voitures vertes où là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des problèmes de recharge, parce qu'il y a plein de choses qui sont de prix, d'autonomie, etc. En revanche, là on y va et à fond. Et donc, ces clients, ils sont curieux. On le voit, j'ai eu les témoignages de gens qui viennent regarder, qui posent des questions pertinentes. Donc, on a quand même un visitorat qui, non seulement intéressé par l'automobile, mais qui vraiment s'ouvre à l'évolution technologique. C'est frappant, effectivement. On sent des gens qui sont passionnés vraiment par l'ensemble de ce qui est montré dans le salon. Pas simplement par une belle carrosserie. Il y a vraiment un intérêt pour toutes les technologies intégrées. Et donc, c'est vraiment une population variée quand on regarde les gens. Il y a des enfants, mais il y a un intérêt qui nous a frappé, qui est très complet et qui montre bien que l'automobile, c'est du rêve, mais c'est aussi une forme de réalité perçue et que les gens ont envie de partager. Donc c'est très encourageant, je dois dire. Je voudrais vendre la mèche, mais pour ceux qui croisent ce véhicule au mondial, ils le sauront désormais, mais le Twizy bleu-blanc-rouge, c'est celui du commissaire général du salon. J'avoue que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Ah tiens, c'est pas mal au niveau du look. » Ce véhicule a eu beaucoup de succès. Au départ, je crois que c'était moi, mais non, c'était le véhicule qui a eu beaucoup de succès. Non. Je remercie Renault d'avoir mis à ma disposition pendant tout le mondial ce véhicule, parce qu'on fait beaucoup de kilomètres pendant le mondial. J'ai tenu d'aller voir les constructeurs, d'aller voir les différents halls, et donc ça a eu beaucoup de succès. Donc c'est une très bonne publicité pour Renault.
Merci. Dans un instant, la suite de cette émission avec mon confrère Nicolas Lefrançois. Eh bien, bonjour à tous. A priori, c'est à moi de reprendre la parole. Bonjour, messieurs. Qui avaient accepté d'être avec... Messieurs, dames, pardon. Excusez-moi, Madame Breton. Je suis désolé. Je vous en prie. Ça m'arrive souvent. C'est ce qu'on appelle la presse dans le mauvais sens du terme. Alors, moi, j'avais envie de discuter avec vous de plusieurs choses. Sur ce mondial, je me suis occupé des émissions sociétales. Et on l'a vu ces derniers mois, le climat national concernant l'automobile est un petit peu délétère quand même. Pour autant, on peut s'en féliciter, le mondial est de nouveau un succès. De mes émissions, j'ai retenu quelques idées que je voulais vous faire partager. La première d'entre elles à travers l'émission sur la publicité. On avait Thomas Hervé qui a été un formidable débatteur, on l'imagine bien. Aujourd'hui, on nous vend un rêve technique d'une grande froideur et ce n'est pas sans une certaine émotion que nous avons vu avec nos invités des publicités légendaires, comme toutes celles de l'époque Séguéla, on s'en souvient tous. Une Visa GTI qui décolle d'un porte-avions, une 205 GTI poursuivie sur un lac gelé par un Antonov, une CX sortant de la bouche de Grace Jones ou encore Ray Charles conduisant un cabriolet Peugeot sur le lac Salé. On s'est tous régalés avec ça. Or, aujourd'hui, les constructeurs s'esbaudissent sur la taille d'une tablette tactile intégrée au tableau de bord. Moi, j'avoue que ça me fait un petit peu moins rêver. Nos invités à l'émission ont tous regretté ce manque de liberté de la part des marques. Qu'en pensez-vous, Monsieur Peugeot, par exemple ? Écoutez, il y a des vagues publicitaires aussi. Je dirais qu'il y a des moments où les uns et les autres, finalement, sont dans une démarche... non pas de copie, mais il y a des vagues. Donc moi je suis comme vous, j'aime beaucoup le côté, j'en ai fait en plus, notamment celle de Ray Charles. Donc les publicités sont là pour refléter à la fois les produits qu'elles veulent mettre en avant et puis aussi une tendance. Bon, il est vrai que quand même la technologie aujourd'hui, les grands écrans, ça fait partie des tendances, ça intéresse quand même les gens. Oui, mais clair. Je suis d'accord avec vous, ça n'est pas toute l'automobile. Le monde de la tablette est monté à bord, les portables, les tablettes, tout ça c'est monté à bord. On nous parle d'automobile connectée chaque jour un petit peu plus, il est évident que c'est ça. Jean-Claude, ça vous évoque quoi cette problématique ? Moi, je me satisfais de cette multiplicité de nouvelles techniques parce que ça a contribué au succès du mondial. Donc effectivement, les gens viennent toujours rêver, voir les belles voitures, mais imaginez de passer de K2000 ou Choupinette dans mon exposition sur le cinéma. Choupette, je crois. Choupette. Ouais, on ne parlera pas de Christine, elle avait vraiment trop mauvais caractère. Ouais, je suis trop intime avec elle, donc j'ai Choupinette. Mais Choupette, qui étaient les premières voitures connectées, et tout de suite, voiture autonome. Quand ils sortent du Hall 8, ils viennent voir les nouvelles. Bien sûr. Non, et puis Claire, c'est clair, François, je pense que vous serez relativement d'accord avec moi, c'est une tendance forte, l'automobile connectée, on voit les autos qui se transforment en hotspot Wi-Fi, tous les gamins à bord ont leur tablette, peuvent regarder leurs émissions, c'est incontournable, c'est inéluctable. Ah oui, on est entré dans un monde où on vit avec un deuxième cerveau, son portable, qui est devenu un smartphone, qui est encore plus puissant. Quand ça tombe en panne, on n'est pas bien. Voilà, on perd une moitié de son cerveau. C'est vrai que c'est un souci et il faut réapprendre à marcher. Mais c'est ce qui peut poser des problèmes pour l'automobile si le smartphone tombe en panne. Mais en fait, on voit l'automobile, comme au 19e siècle, est totalement dans les nouveaux modes de vie. Et on retrouve actuellement quelque chose qui s'est passé au 19e siècle, une révolution. C'est-à-dire qu'on investissait dans des choses qu'on ne comprenait pas forcément. Et j'ai entendu les grands patrons de l'automobile française dire que, ils avaient accepté des investissements de leur comité de direction, ils ne les comprenaient pas vraiment, mais ils disaient, il faut qu'on aille, on va voir. Donc là, c'est très intéressant, on est dans la 3e révolution de l'automobile. C'est clair. Alexandrine Breton, cette montée en puissance de l'électronique tous azimuts dans les voitures, au niveau de l'occasion, ça risque de poser problème. Ça pose déjà problème, puisque depuis 10 ans, 50% des entrées en atelier, c'est de l'électronique. Ça c'est sûr, et quand l'électronique commence à aller mal sur une automobile, c'est compliqué. Mais moi, je suis assez d'accord avec Monsieur Peugeot, il y a des modes quand même dans la publicité. C'est clair. Et en plus, il y a des demandes de la part des clients. Quand les clients rentrent en concession, ils veulent connecter leur téléphone et donc finalement, les publicitaires suivent les demandes des clients. Elles ne sont pas si froides que ça, les publicités. Je trouve qu'il y a vraiment des
on est sorti peut-être de la publicité gag pour rentrer dans de la publicité quand même très qualitative en termes d'image, des beaux endroits, des belles routes. On est bien d'accord, on voit des publicités pour Dacia où effectivement on vous dit que vous appartenez un petit peu à une élite avec des habitudes de consommation différentes. François, vous vouliez réagir? Moi j'ai remarqué une publicité, alors ce qui est très bien c'est que cette publicité n'est pas encore sortie, elle a été montrée au Mondial, c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Chez Citroën. Citroën, et là on retrouve quelque chose, une voiture à vivre, donc qui était plutôt le côté Renault, avec franchement une pub très marrante où on vous dit que dans votre vie, vous allez rouler pendant 4 ans, puis vous ferez 4 fois crac-crac dans la voiture. Là ça déclenche quand même l'hilarité, c'est quand même très intéressant. Je pensais pas à celle-ci, moi je pensais au scénario catastrophe de cette famille dans une familiale française qui arrive à la plage, il y a une brûlure, il y a une méduse, il y a voilà, et la seule chose ils sont tous contents, c'est la voiture. Ils sont tous contents quand ils remontent dans la voiture, la vie est belle, alors que l'ensemble de la famille est blessé. On a commencé à l'aborder un petit peu. Autre sujet qu'on avait abordé dans une émission et dont j'aimerais que l'on parle, les changements d'habitude de consommation de l'automobile avec une explosion des financements en location. C'est une tendance extrêmement forte. Il y a 10 ans, quand quelqu'un vous dit « Tiens, on m'a proposé une LOA », on disait « Malheureux, n'y va surtout pas. Tu auras toutes les obligations du propriétaire, mais tu ne seras que locataire de la voiture. » Désormais, et un constructeur l'a dit, qui était invité dans mon émission, l'a dit sur ce plateau, il dit « Je vends une mensualité. Je vends plus un prix qui peut faire peur, qui peut faire qu'on n'achète pas la voiture. Je vends une mensualité, tout compris. Garantie, entretien, etc., etc. Donc, par ce biais, on a aussi, on l'avait dit, les habitudes de consommation changent. On se retrouve totalement éloigné de la notion de propriété. C'est j'ai une voiture pour 3 ans qui va en service, puis dans 3 ans, je la rends et puis j'en reprends une autre. Est-ce que c'est un progrès, selon vous, Monsieur Peugeot? Et moi, je ne suis pas du tout pessimiste sur cette évolution. Et négatif. Au contraire, le consommateur peut allier l'agrément tout de même de posséder un véhicule et de le gérer seul, et le fait d'avoir une garantie totale en termes de coûts, y compris l'entretien. Donc c'est plutôt un confort au plan financier. On achète de la tranquillité. Mais ça n'empêche pas l'attachement au véhicule. Et en plus, et ça tout le monde est gagnant, y compris les constructeurs, ça donne la possibilité de changer au bout de 3 ans et d'avoir un renouvellement un peu programmé. Donc pour moi, tout le monde est gagnant. Et l'agrément du consommateur vis-à-vis de sa voiture n'est pas moindre. Alexandrine, je me tourne vers vous parce qu'au niveau du marché de l'occasion, ça bouleverse totalement le marché de l'occasion. On a une kyrielle de véhicules d'occasion récentes, parfaitement entretenus, puisqu'elles bénéficiaient de contrats d'entretien. Ça change beaucoup votre paysage. Ça le change, mais c'est plutôt positif tout ça. D'abord, ça fait de la fidélité. C'est clair. Voilà. Il reste dans le réseau. Encore plus quand la LOA est associée avec de l'entretien, de la garantie. Le client reste dans la concession, vous voyez revenir le client, revenir la voiture, vous maîtrisez le kilométrage, ça vous fait du VO instantanément dans le bon créneau d'âge et le bon créneau de kilométrage. C'est plutôt pas mal quand même, et je pense pas que ça enlève la passion de la conduite. Ça vous permet de dire, bon bah, je suis un jeune couple, j'ai une petite voiture, je deviens une famille, 3 ans après je change, et ça, au contraire, je pense que ça pourrait pousser le renouvellement plus rapidement. C'est clair, ça permet de maîtriser son budget, mis à part le carburant ou un souci qu'on pourrait avoir avec la voiture, de crever un pneu ou quelque chose comme ça. On sait tous les mois combien on va sortir pour la aujourd'hui. Oui, on crève plus. Une fois tous les 100 000 km, disent les statistiques. Je peux vous garantir que grâce à moi, il y en a qui crèveront jamais. Mais bon, c'est un autre sujet. Dernier sujet que j'aurais aimé qu'on évoque, ça s'intitulait « Votre vie, votre auto, vos ennuis », une émission durant laquelle nous avons évoqué le réel problème de la formation à l'usage de l'automobile aujourd'hui, tant en matière de permis de conduire que de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ce qu'on appelle la récupération de points habituellement, ou encore de post-formation des seniors. Il a semblé à nos invités que ce serait pourtant la juste réponse aux sanctions que l'on inflige quotidiennement à l'automobiliste. Vous partagez cette analyse ou pas, Monsieur Peugeot ? C'est très compliqué ce que vous nous dites là. Oui, mais on voit qu'on dit on va rendre le permis plus accessible parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent sans permis, sauf que ces gens qui roulent sans permis ne l'ont pas passé parce que c'était trop cher, parce que c'était trop difficile, l'ont perdu, et puis on préférait rouler pour ne pas perdre leur travail. Non, ce qui est vrai, c'est que l'accessibilité au permis de conduire aujourd'hui est insuffisante. C'est compliqué, c'est cher, c'est long. Et donc, il est évident qu'il faut faciliter l'accès au permis de conduire. Autrefois, les jeunes, quand ils faisaient leur service militaire, ils passaient le permis. Aujourd'hui, quelqu'un me suggérait tout à l'heure qu'avec l'apprentissage qu'il faut développer,
il y a peut-être un moyen d'intégrer aussi le passage d'un permis de conduire pour ceux qui ne l'ont pas. En tout cas, il faut faciliter l'accès, ça c'est vrai. Alors ensuite, les gens qui perdent leur permis, c'est un autre sujet. Oui, non, mais après, on va pas parler de ce système, mais c'est un système qui crée des nouveaux délinquants de la route qui sont d'honnêtes pères de famille, qui ne peuvent pas se permettre de ne plus avoir de permis. Alexandrine, il y a des automobiles clubs qui font de la formation pour les seniors, pour après avoir passé le permis, pour se remettre à niveau, et ces formations fonctionnent extrêmement bien. Elles sont payantes et elles connaissent beaucoup de succès. Il y a même des municipalités qui les payent pour leurs citoyens. Il y a des choses qui fonctionnent. Bien sûr. Bien sûr. François, vous vouliez réagir sur ce sujet ? Je crois qu'on voit plusieurs études. D'ailleurs, le Conseil économique et social nous a dit qu'ils avaient une étude sur les jeunes et la ruralité. Les jeunes et la ruralité, c'est difficile à dire. On a tout de suite, immédiatement, le problème de la mobilité. J'ai un permis, j'ai une voiture, je suis un être qui vit socialement, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, je n'existe pas. Donc on voit que à travers le permis, c'est derrière toute la question de la mobilité socialisation. Et de la société au-delà du périphérique parisien. Ok. Bah, écoutez, il me reste à remercier certains d'entre vous, puisque nous avons d'autres invités qui vont arriver en plateau. Merci de votre participation. Alors, parlons un petit peu de la médiatisation du salon. Un salon moderne, c'est un salon qui tweet, qui Facebook, qui Instagram, qui en fait propose une expérience digitale aux visiteurs. Ça a été le cas dans ce mondial, me semble-t-il, Jean-Claude Giraud. Oui, on a eu beaucoup de retombées presse, beaucoup plus. On m'a donné quelques chiffres tout à l'heure de visites officielles. On a 25% de plus apparemment de retombées médias qu'il y a 2 ans. Je remercie les médias, je vous remercie tous les 3 parce que vous avez animé cette Web TV, c'est une première au mondial. J'espère que ça a eu du succès. En tout cas, vous aviez travaillé d'arrache-pied en interrogeant les plus compétents dans chaque domaine de vos sujets. On a quelques chiffres, 200 invités en plateau. Ça, c'est extraordinaire. Donc, je vais découvrir toutes les richesses de nos chiffres dans les prochaines heures, pour en parler dimanche soir à la clôture. Bien sûr. Donc ça, c'est formidable. Emmanuel, je crois que tu avais d'autres chiffres que ceux que j'ai cités. C'est même 250 invités en plateau, si on compte absolument tout le monde. Les 15 premières marques du marché français invitées, avec à chaque fois des têtes de pont, les directeurs commerciaux France. Des têtes de pont, absolument. Je savais que vous alliez me reprendre, Nicolas. Et les directeurs de marque pour les principales marques importées. Donc on a eu beaucoup d'intérêt. Et puis effectivement, les exposants sont venus présenter leurs nouveautés. Ils étaient à domicile. Oui, et puis 4 émissions quotidiennes, le soutien technique des équipes de BFM TV. Et puis Laurent, on a énormément parlé de techno. Ça tombe bien, vous êtes le spécialiste français de la technologie. C'était le mondial de la techno, parce qu'on n'en a jamais vu autant. Donnez-nous votre sentiment. Oui, alors on a eu évidemment les principales marques. Alors les marques françaises, on a eu des équipementiers, parce que c'est important, c'est eux qui contribuent à la richesse du véhicule. On a eu des startups tous les jours. Je crains que RTL n'ait copié en fait sur notre concept à nous. Ce que je voulais dire, c'est qu'on tous les jours, on a adressé en fait les thématiques fondamentales de ce salon. Donc la voiture connectée autonome, mais également les technologies vertes. On avait la minute verte chaque jour pour terminer l'émission. Et puis on a parlé de nouvelles mobilités, donc autopartage, covoiturage. On a vraiment fait du 360 autour de ces évolutions de la mobilité. D'accord. Alors allez-y. Simplement, vous savez qu'il y a une personnalité du monde automobile qui s'appelle Bernard Darniche, qui voudrait qu'on fasse cette émission de TV une fois par semaine, qu'on continue. Donc, nous, on est d'accord. On est prêt. On est toujours prêt. On l'accompagne de nos voeux, effectivement. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce matin, on a eu la chance d'avoir Nicolas Prost qui était présent sur ce plateau. On a fait une spéciale Formule 1. Il y avait DS, il y avait Michelin, la CO. Ils sont ressortis de là, ils étaient vraiment ravis. D'accord. On a parlé de tout ça. On va vous parler un petit peu derrière cuisine. Je vous propose de vous passer une petite vidéo sur nos coulisses. On regarde. Ça se passe dans une très bonne ambiance, on est vraiment bien entouré, maquillage. On est dans 7, 6, 5, 4, 3. C'est bon pour toi 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Top générique.
François Roudier, vous êtes responsable du business social. J'ai dit Roudier, oh là là. François Roudier, vous êtes... Ça me fait rire parce que François Roudier, c'est la personne... Il est temps que ça s'arrête. On était à la bourre finalement en première partie d'émission, on a été un petit peu trop long et puis on s'est rattrapé après, donc il y a un stress interne et ensuite tout va mieux. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, ça s'est fait, on a beaucoup bossé, mais ça s'est fait dans la joie de vivre et la bonne humeur. Hein. On peut faire les choses sérieusement tout en rigolant, n'ayons pas peur des mots. Mes camarades de plateau, Emmanuel, Laurent, vos impressions à la fin de cette aventure? Fabuleuse. Quand on vit le mondial de l'intérieur, c'était une première pour moi, enfin en tout cas de l'intérieur, pas en tant que visiteur. On découvre une machinerie gigantesque, on découvre que des centaines de personnes travaillent sur chaque stand. Hein. Je vais citer des milliers d'anonymes. Oui. Voilà, et des milliers d'anonymes. Je vais citer le stand Renault. Il y a 500 personnes qui travaillent pour ce stand parce qu'il faut savoir que les voitures sont doublées pour qu'elles soient systématiquement magnifiques. Oui. Donc dès qu'il y a une rayure, le soir, il y a des équipes qui travaillent derrière. C'est vraiment de la folie ce mondial. Hein. Et on a découvert tout ça en filmant, quoi. Moi aussi, j'ai découvert de l'intérieur. de l'intérieur. C'est un peu comme le direct live. L'intérieur de l'intérieur, c'est encore plus intérieur. Enfin bon, je vais m'arrêter là, ça devient compliqué. On risque de tomber trop profond. Laurent. Super expérience que cette télé de l'automobile, parce que ça a permis effectivement de mettre en lumière les acteurs. Moi, j'ai eu l'occasion, ces dernières éditions, de faire des conférences, mais c'était des conférences de haut niveau, qui étaient suivis par quelques dizaines de personnes. Là, au moins, on peut mettre ça vers un public plus large. Et puis, globalement, moi, je trouve que le mondial était intéressant sur un plan technologique. Alors, il y a toujours ceux qui disent, bon, oui, il n'y avait pas tel acteur, mais franchement, les tendances, elles sont là, et on voit que c'est du concret. Oui, c'est clair. Alexandrine, vous l'avez vécu comment, ce mondial? Plutôt d'une façon positive. J'ai trouvé que la sécurité était là et présente, mais pas épuisante. J'ai trouvé qu'il y avait du monde quand même. On n'est qu'à voir, les allées sont remplies. Bon, il faut avoir des bonnes chaussures, quoi. Oui, non, mais comme toujours, mais ça, nous n'y sommes pour rien. Donc, il y a moins d'hôtesses. On va peut-être, Jean-Claude, une suggestion, faut lancer avec un sponsor, Nike ou quelqu'un comme ça, il faut lancer les baskets spéciales mondiales. Les chaussures Scholl spéciales mondiales, voilà, ou autre marque. Alors, pardon. Je voulais faire quand même un petit aparté parce que, vous le savez, donc on critique souvent l'automobile. On a parlé de la mairie de Paris avec donc Anne Hidalgo qui n'est pas venue. Vous savez que la mairie de Paris a voulu faire un festival sur la mobilité qui s'appelle Autonomie. Alors, ce qu'on m'a dit, parce qu'on connaît quelqu'un qui était présent, donc il y a eu du monde, mais c'était pas non plus la foule, et bizarrement, on n'a pas eu les chiffres de fréquentation. Oui, c'est un événement qui a voulu concurrencer un peu le mondial, quelque part, sur l'aspect de nouvelle mobilité. Et quand un élu de la mairie de Paris se permet de dire que le mondial automobile, c'est le salon des vieilles mobilités, et qu'il n'est pas venu ici, c'est un peu dommage de dire n'importe quoi. Oui, mais avec un peu de chance, ils vont le rebaptiser l'année prochaine, ça s'appellera Autarcie, non? Non, je sais pas, c'est une proposition. Otari peut-être? Otari, oui. Moi, je préfère Omarcy, au moins c'est plus rigolo. Omarcy, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Parce que c'était quand même... bon, nous on l'a vécu, on l'a dit tout à l'heure, on va pas se remettre en avant, mais c'était très intense, c'était beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de joie. Hein, je ne vais pas tomber dans le pathos, mais beaucoup de joie, avec des équipes qui fonctionnent magnifiquement. Et merci, mais il ne faut pas le mettre encore à l'imparfait. Oui, c'est vrai. Il y a encore une bonne chance jusqu'à 22h, donc les gens peuvent se précipiter. Oui, excusez-moi. Il y a encore 2 jours pour venir, donc les gens peuvent encore venir rêver et puis voir tout ce qu'on a expliqué, tout ce que vous avez expliqué pendant le mondial. Donc ça se termine seulement dimanche à 20h, donc les gens peuvent venir ce week-end. Oui. En tout cas, c'était une formidable expérience pour tout le monde. Moi, je suis très fier d'avoir vécu ça de l'intérieur et de voir tous les efforts que tout le monde a fait, mon équipe, je le redis, mais tous les constructeurs, toutes leurs équipes, les journalistes qui ont fait un travail formidable. Bien sûr. Et c'est remarquable. Donc, comme ça, c'est eu beaucoup de succès, je me demande si dimanche soir, je ne vais pas dire que je prolonge pendant 2 semaines. Alors ça serait une bonne nouvelle. On est des vôtres, on est des vôtres, on est prêt à repartir, il va falloir qu'on se dope un petit peu. Moi je rebondis juste sur le visitorat parce que j'ai réalisé 25 tournages pendant la première semaine en réalité, donc c'était assez intense. Sur les stands, et les stands étaient noirs de monde pour la plupart. Et même le lundi matin, et même le mardi matin, tout le monde doit être au boulot. Non, ils étaient sur le mondial. Donc c'est un grand salon. On n'a pas beaucoup la chance de vivre des événements comme ça en France. C'est clair, Laurent. Moi, il y a une anecdote, mais ce matin, on a fait une séance photo
pour le CCFA, donc on a posé près des véhicules. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai fait ça à côté de la voiture de Retour vers le futur, la fameuse DeLorean, mais on a choisi tous des voitures, et c'est vrai que c'est intéressant de voir ces voitures de cinéma, en fait, qui étaient quelque part, qui jouaient un rôle de précurseur, hein, même si c'était un petit peu grossier au niveau de l'intérieur, mais c'est marrant parce que le futur, il est là, pas tel qu'on l'imaginait au cinéma dans les années 80, mais tout ça, on peut le voir quand même au mondial, et c'est vrai que ce Hall 8, c'est quand même aussi l'un des pôles d'animation du salon. C'était clairement une pure merveille. Alors on va, puisqu'on parle chacun de nous, moi j'ai posé devant Bullitt, hein, et puis devant General Lee, fais-moi Shérif, fais-moi peur. Emmanuel, c'était pareil d'ailleurs. Moi aussi j'ai posé devant General Lee. Ah, devant General Lee. Et moi c'était devant l'Alpine de Michel Vaillant, parce que j'ai vu cette émission à la télévision. Le pilote Henri Grand-Cyr, je le voyais au Mans aussi, et ça m'a fait rêver. À un moment donné, il a failli me faire basculer sur une carrière de pilote automobile que je n'ai pas fait. Mais c'est clair, on a eu l'occasion d'en parler dans mon émission, la dernière émission de cet après-midi, l'automobile dans tous ses états, où on avait Thierry Dubois, National 7, on avait Thierry Coé, La vie de l'automobile, on avait Thomas Morales, journaliste et auteur, qui écrit des romans dans lesquels on parle beaucoup d'automobile. Et il est clair que dans ces périodes de crise automobile, où on nous dit que l'automobile c'est sale, ça tue, ça pollue, les gens ont besoin de retourner sur des fondamentaux. Et c'est clair que ce type de voiture évoque toujours quelque chose pour nous dans notre imaginaire, et ça, il y a beaucoup d'émotions. La voiture, c'est un vecteur de liberté, c'est un vecteur de rêve. Quoi qu'on nous dise aujourd'hui, ça continue à l'être. La preuve, le succès, les visiteurs qui sont venus sur ce mondial. Oui, il y a un ADN, effectivement, un patrimoine qui est représenté dans le Hall 8 et puis qui vit dans la mémoire collective, parce que tout le monde connaît ces véhicules et tout le monde connaît aussi, par exemple, j'étais sur le stand Alfa Romeo et beaucoup de gens parlaient de l'Alfa 147. Qui n'est plus produite, mais qui a été un grand succès pour la marque. Le stand Alpha est noir de monde, je ne veux pas leur faire une publicité particulière, mais il faut reconnaître que pour une marque qui est très petite en France, elle a toujours dans le cœur des gens. Voilà. Et ça, c'est le patrimoine automobile, et on le vit sur le mondial. C'est clair, la France a été, et toujours, et nous l'espérons restera, un très grand pays automobile. C'est la fin de On refait le mondial, la fin également de notre télé du mondial pour cette édition 2016. Nous voudrions au nom de mes petits camarades et moi-même, remercier toute l'équipe technique. Ça va être une petite liste, mais ils le méritent parce que sans eux, on n'aurait rien fait. Annabelle Brunet, coordination et direction de la régie. Sylvain Munier, technicien vidéo et réalisation. Julien Homéome, infographiste. Thomas Chanu, technicien son. Stéphane Auguet, régisseur. Mélanie Etchart, maquilleuse. Mathias Selija et Pierre-Louis, tous opérateurs streaming. Et pour les équipes de BFM TV qui nous fournissent le studio, Christine Pavard, directrice de production, et Benjamin Coron, directeur des événements. Alors je voudrais qu'on les applaudisse avant de terminer notre émission sur notre plateau. Oui, mais il faut qu'on pose le micro alors. Alors moi j'applaudis. Merci à la régie technique. Et nous allons faire entrer Christian Peugeot. Et Monsieur Peugeot, lourde responsabilité, je vais vous laisser le mot de la fin. Écoutez, après tout ce que vous avez dit, en dehors des 2 jours qui restent pour visiter ce mondial extraordinaire, je dirais que pour ceux qui n'ont pas pu venir cette fois-ci, ils ont vraiment toutes les raisons de revenir dans 2 ans, parce que cet événement a montré qu'il avait un côté festif, passionnant, dynamique, enthousiaste. Et donc dans cette phase où parfois la morosité nous gagne, je crois que le mondial automobile, c'est un parfait événement d'enthousiasme et d'optimisme. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Écoutez, on vous donne tous rendez-vous dans 2 ans. Et d'ici là, si je puis me permettre, roulez en paix.